pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir, c'est un grand mot, on est là heureusement d'ailleurs, Diane Bernard, chargée de recherche du FNRS, qui a fait sa thèse de doctorat ici à Saint-Louis, qui est professeur invité aussi à Saint-Louis, mais également à l'UCL et à Liège. Et Diane, qui va nous entretenir du sujet suivant, recherche en droit, enseignement à l'université et reproduction des hiérarchies. Ça s'inscrit directement, je crois, dans le sillage d'un article de 1982, je pense, de Duncan Kennedy, un article assez célèbre paru dans le journal Legal Education. Voilà, Diane, je te laisse immédiatement la parole, peut-être simplement en précisant encore une chose concernant le calendrier. Donc, il y a eu quelques petits changements de calendrier, donc désolé, parfois les mails, on a dû envoyer plusieurs mails parce qu'il y a eu des changements à la fois de local et des problèmes avec certains orateurs. Je pense notamment et précisément à Frédéric Géa, dont je vous rappelle que la communication qui était prévue au départ le jeudi 12 mars a été déplacée au lundi 11 mai, que j'aurais vu 6 mai, le lundi 11 de 14 à 16 heures sur enseignement du droit et doctrine juridique. Quelle représentation? Voilà, je te laisse la parole, Diane, pour 1 heure, rapidement, enfin en fonction de comment tu le sens. Merci Antoine, bonjour à tous et merci au président directeur et au directeur de nous donner l'occasion d'intervenir au séminaire. La séance d'aujourd'hui sera modeste. Dans l'objectif de mise collective au travail qui est porté par le séminaire, je me contenterai de vous faire part d'une question qui me paraissait pertinente au vu de l'objet de recherche qui est le nôtre depuis 2 ans maintenant. Sans prétention à l'exhaustivité ni à la précision, j'avais envie de soumettre au débat 2 textes relatifs aux structures du monde académique. Je vous parlerai donc de reproduction des hiérarchies dans l'enseignement et la recherche, en droit tout particulièrement. C'est un sujet très large et polémique, ancré en sociologie. Or, je ne suis pas sociologue et je dois donc vous prier d'excuser d'avance mes approximations conceptuelles et terminologiques. Mais c'est un sujet que je trouve passionnant et d'une importance cruciale. Les 2 textes que j'avais envie de soumettre à la discussion datent du début des années 80 et posent des diagnostics très proches, complémentaires même, sur le monde académique. Il s'agit d'un article de Duncan Kennedy, auquel Antoine Bayeux vient de faire référence, et d'un ouvrage de Pierre Bourdieu. Après les avoir résumés, j'esquisserai quelques questionnements qui me paraissent illustrer leur actualité. Au vu du temps qui m'est imparti et de la très grande taille du champ que couvrent ces questions, il s'agira, tant dans le résumé de ces textes que dans leur actualisation, d'une évocation plus que de conclusion. En 1983, Duncan Kennedy publie un article intitulé Legal Education and the Reproduction of Hierarchy, a Polemic Against the System. Formation en droit et reproduction des hiérarchies, une polémique à l'encontre du système. Son texte est tiré d'un essai datant de 1982, l'année d'avant donc, et il connaîtra diverses versions par la suite dans des langues diverses. Duncan Kennedy a tout juste 40 ans à l'époque, il est né la même année que Michel van de Kerkhove. Il est professeur à Harvard, après une formation très brillamment réussie à Yale, au cours de laquelle il s'était déjà fait remarquer par ses positions engagées. En 1977, il a cofondé le mouvement des CRITS, les Critical Legal Studies, dont le but de réunir des académiques du mouvement Law and Society et de jeunes chercheurs et académiques dits leftistes. Nous dirions militants de gauche, voire de gauche radicale, mais bon, à la sauce américaine. Ce groupe rassemble des post-marxistes, déçus du déclin de la gauche dans les années 60, mais aussi des post-libéraux, déçus aussi, et dont l'approche anti-système et contre-culturelle est également orientée vers une étude des structures, voire des superstructures. La sauce ne prendra pas très bien avec les tenants de l'approche Law and Society, mais le groupe va s'étendre, organisant pendant une quinzaine d'années plusieurs très grandes conférences, jusqu'à 700 participants, ainsi que des séminaires d'été. Kennedy pointe lui-même que les circonstances étaient particulières. De 1970 à 1990, le nombre d'étudiants dans les universités américaines a énormément augmenté, entraînant le recrutement de nombreux jeunes enseignants, y compris des femmes et des Afro-Américains, ces 2 catégories perdant de nouveau en importance dans les années qui suivent. Le contexte sociopolitique favorisait en outre l'intérêt pour les études de droit, et, dans le chef des étudiants, tout comme dans le chef des chercheurs. Les lacunes en théorie du droit, qui étaient assez remarquables dans les facultés par ailleurs, laissaient un espace de développement bien construit,
Or, les CLS, les Critical Legal Studies, rassemblaient certaines personnalités très fortes, très charismatiques et très brillantes. Leur premier objet était la théorie, le développement d'une pensée du droit dans une vraie réflexion sur eux-mêmes, sur leur monde, notamment académique, sur son discours et sur sa politique. Le second pan de leur projet était la promotion d'un mouvement de gauche à propos et à partir du droit. Le mouvement a été dissous sans qu'on sache exactement pourquoi. Kennedy lui-même combine divers éléments de réponse, la diversité croissante des adhérents au mouvement, faisant à la fois la richesse et l'éparpillement des débats, jusqu'à la désaffiliation de certains groupes, par exemple les féministes, en quête d'une orientation et d'une reconnaissance spécifique. La forte répression des institutions à l'égard des CRITS, nominations refusées, financement réduit, contrats non reconduits, etc., peuvent également expliquer la dissolution du mouvement. Tout comme d'ailleurs les engagements de ceux qui étaient nommés dans leur propre vie universitaire. Et puis aussi, chez eux, la crainte de reproduire des hiérarchies et de pérenniser le système qu'ils critiquaient en devenant un nouveau groupe d'académiques parmi d'autres. Bref, les Crits sont dissous, mais ils restent l'une des références fondamentales de l'opposition au courant dominant dans les facultés de droit américaines. Pour le dire autrement, il reste aujourd'hui encore l'alternative principale à l'approche libérale de droite qu'on trouve dans les grandes revues et les grandes facultés de droit anglophones. Leur influence sur la pensée juridique de langue anglaise est indéniable et certaines de leurs propositions sont devenues des classiques, telles leur critique des droits par exemple, ou leur analyse de l'indétermination du droit. Le bilan est assez clair et je cite ici Kennedy. Les Crits ont réussi à politiser la théorie du droit américaine, ainsi que l'approche des facultés comme objet, mais ils n'ont pas réussi à la radicaliser. Dans son essai qui nous intéresse ici, Kennedy pose d'abord un postulat fort quant à la posture adoptée inconsciemment par les étudiants, sur base du message qui accompagne les compétences techniques qui leur sont transmises par leurs professeurs. Sur base donc de ce qui leur est enseigné sur le droit et son fonctionnement, mais aussi sur la place des juristes dans le monde social et sur la société en général ou l'ordre établi, disons. Un propos très proche de ce qu'on lit par ailleurs chez Bourdieu dans l'idée d'habitus, j'y reviendrai. Kennedy critique aussi le manque de vision globale dans les enseignements, menant les étudiants à approcher le droit comme on le représente, par cases séparées. La case du droit pénal, la case du droit constitutionnel, la case du droit de la responsabilité, la case du droit des contrats, autant de logiques et de systèmes distincts. Il critique également la distinction trop radicale marquée dans l'enseignement entre la doctrine et la pratique, qui résulte selon lui en une incapacitation des étudiants à pratiquer et à réfléchir en droit dès la sortie de leurs études sans formation complémentaire par leurs employeurs. Il critique aussi la position de vulnérabilité imposée aux étudiants, je vais vite, par l'usage d'un certain mode de discours, de déférence et l'exemple d'une certaine hiérarchie. Surtout, ce qu'il veut surtout faire, Kennedy, c'est esquisser une étude structurelle des hiérarchies propres aux law schools, en ce qu'elle préfigure les hiérarchies au sein des law firms, c'est-à-dire du barreau, et plus généralement de la pratique professionnelle du droit et de la société dans son ensemble. De la naissance dans certains milieux à l'entrée dans certaines grandes universités américaines, de la déférence de l'étudiant à l'égard de son professeur, à la servilité des jeunes avocats ou des services judiciaires à l'égard des juges, du rapport des avocats avec leurs clients plus ou moins importants, à la position des juristes et avocats dans la société américaine, les hiérarchies sociales se confortent mutuellement, dit Kennedy. Et les facultés de droit, explique-t-il, reproduisent ce système hiérarchique. Elles sont l'un des lieux de production de ce discours dominant, à 3 égards au moins. D'abord par leur organisation, leur structure, justifiée en termes de compétences et d'utilité sociale dite objective, et aussi par le ranking entre elles, entre facultés. Ensuite par la hiérarchie entre universités, plus marquée aux États-Unis que chez nous évidemment, et entre étudiants, qui conduit ceux-ci à intégrer des différences sociales qui marqueront leur vie professionnelle et la société dans son ensemble. Enfin, par la production et la reproduction d'une idéologie juridique dominante, grande cible des Critical Legal Studies. En faculté de droit, dit Kennedy, on enseigne les règles juridiques, mais on les présente aussi comme le meilleur des ordres possibles. C'est la mystification au fondement des hiérarchies qu'il dénonce, la légitimation d'un certain pouvoir d'une certaine minorité, au nom de la compétence en matière juridique. Ce texte de Kennedy est une référence en la matière et a inspiré un très très grand nombre d'analyses aux objets, méthodologies et tons divers. Par exemple sur les élites estudiantines, ou l'usage hégémonique d'un certain type de référencement en méthodologie, le fameux Blue Book américain,
L'exercice du pouvoir au sein des facultés de droit et les inégalités entre enseignants également ont fait l'objet de travaux qui se basaient sur son article. La difficulté de combiner le code d'honneur définissant la déférence de rigueur avec des pédagogies collaboratives nouvelles également, ou alors la position dominée des femmes et le statut précaire des assistant professors. Kennedy a relevé lui-même l'importance d'une distinction entre hiérarchie d'une part et hiérarchie illégitime de l'autre. Dans le même sens, faisant preuve de sa radicalité habituelle, il a aussi insisté sur le fait que le problème hiérarchique dépassait celui de la discrimination, quel que soit son critère, et que l'égalité formelle forcée ne réglerait pas la question structurelle sous-jacente qui l'intéressait. Un an après la publication de son article, en 1984 donc, Pierre Bourdieu, qu'on ne présente plus, publie Homo Academicus, la seconde référence que je voulais soumettre au débat aujourd'hui et que je peux faire circuler. Ups, merci. Bourdieu propose là une analyse du monde universitaire français comme un champ de pouvoir traversé par une tension entre deux sous-champs différents et donc deux hiérarchies différentes. Le sous-champ scientifique, d'une part, constitué d'une hiérarchie qui dépend de la position scientifique, marquée par la reconnaissance des recherches menées par la personne, ses publications, les distinctions qu'il a obtenues, les invitations qui lui sont adressées, etc. L'autre sous-champ est le sous-champ universitaire, qui est marqué par une structure hiérarchique liée aux positions institutionnelles, type recteur, doyen, professeur, etc. Bourdieu observe d'une part une lutte interne à chaque sous-champ, par exemple entre les scientifiques établis et les nouveaux entrants qui contestent la suprématie des reconnus en remettant en question leurs travaux et leurs paradigmes. Il identifie d'autre part une lutte entre les deux champs, donc universitaire et scientifique, les agents, chacun d'entre eux tendant à dévaloriser le travail des autres et à valoriser le leur. Autrement dit, il identifie une, je le cite, lutte entre deux espèces de pouvoir universitaire aux deux pôles du champ. Ces tensions varient selon les facultés et font ressortir des enjeux que nous connaissons bien. Il écrit ainsi qu'en médecine comme en droit, je le cite, la prédominance du pouvoir universitaire, fondée sur le cumul de positions permettant de contrôler d'autres positions et leurs occupants, est si affirmée que les chercheurs purs, c'est-à-dire les fondamentalistes, apparaissent comme un peu déplacés et se trouvent renvoyés dans un autre ordre, celui des facultés de sciences. Alors que, il poursuit, dans le cas de ces facultés de sciences, à l'inverse, le prestige scientifique, fondé sur l'investissement réussi dans la seule activité de recherche, tend à faire apparaître comme substitut compensatoire le pouvoir dominé qu'exercent dans le lieu même du non-pouvoir les recteurs, doyens et autres administrateurs scientifiques. Dans les universités belges, bien sûr, le champ professionnel, les avocats, les magistrats, interfère avec ces champs scientifiques et académiques, ce qui complique les choses et mériterait, je crois, une adaptation spécifique du modèle proposé par Bourdieu. J'aurais pu centrer ma présentation sur ce thème des tensions intra- et inter-sous-champs de la formation universitaire en droit, mais je ne suis pas sociologue, je n'ai pas mené d'enquête sur le terrain et je voulais contribuer aux travaux du séminaire sur un mode plus général. J'ai donc relevé, tout simplement, dans le travail mené par Bourdieu, deux points qui me paraissent tout particulièrement intéressants. Avant de vous les soumettre, je crois important de rappeler que son diagnostic n'est pas celui de champs occupés par des individus qui conduiraient des stratégies de domination, de pouvoir pleinement rationnelles et constantes, mais bien plutôt celui d'un système de disposition qui fait la socialisation de chacun, ancrée dans l'habitus. Autrement dit, pour Bourdieu, il s'agit de ne pas souscrire, de ne souscrire, je le cite, ni à la téléologie subjective d'un univers d'agents rationnellement orientés vers la même fin, la défense des privilèges des dominants, mais de ne pas souscrire non plus à la téléologie objective des collectifs personnifiés poursuivant leur propre fin, ici la défense du corps professoral. Dans la pratique, dit-il, les choix s'opèrent le plus souvent hors de tout calcul et sans critères explicitement définis. Il n'y aurait guère plus de sens, dit Bourdieu, à demander à un patron, c'est son expression, comment il a choisi son assistant, qu'à lui demander selon quels critères il a choisi son épouse. Cela ne signifie pas, cela dit, que dans l'un et l'autre cas, il n'est pas engagé de principe de sélection. Bref, et je le cite enfin encore, ce qui peut apparaître comme une sorte de défense collective et organisée du corps professoral n'est autre chose que le résultat agrégé de milliers de stratégies de reproduction indépendantes et pourtant orchestrées, de milliers d'actions qui contribuent effectivement à la conservation du corps, parce qu'elles sont le produit de cette sorte d'instinct social de conservation qui est un habitus de dominant.
Je crois que cette approche est d'une pertinence toute particulière pour les deux situations contemporaines que je vous exposerai dans quelques minutes. Mais outre ce rappel trop bref et approximatif de cette clé de voûte de la pensée bourdieusienne, je voulais donc souligner, avant cette actualisation des textes que j'ai choisi de vous soumettre, deux éléments qui ont particulièrement retenu mon attention dans Homo Academicus, cet ouvrage de 84 écrit par Bourdieu. Il s'agit de la question de la croyance et de celle du temps. Elle concerne principalement le sous-champ universitaire, institutionnel, donc plus que scientifique. La question de la croyance, ou du capital symbolique, pourrait-on dire, est une version de l'idée même d'habitus que je viens de sommairement rappeler. Il est sans doute peu d'univers sociaux, dit Bourdieu, où le pouvoir dépende autant de la croyance que dans le champ universitaire, où il soit aussi vrai que selon le mot de Hobbes, avoir du pouvoir, c'est être crédité de pouvoir. Les phénomènes de concentration du pouvoir universitaire ne peuvent être compris que sur base de la contribution qui apportent les prétendants au poste de pouvoir, les étudiants, les assistants, les doctorants, les jeunes chercheurs. Une contribution qu'ils apportent par l'effet de stratégie qui les porte vers les protecteurs les plus puissants. Stratégie de l'habitus, dit Bourdieu, donc plus inconsciente que consciente. Tout comme le patron paraît accéder au poste dominant comme par une nécessité naturelle, sans avoir intrigué ni brigué, les élèves les plus avertis, qui sont aussi les plus nantis, apportent aux maîtres les plus influents leur reconnaissance, leur clientèle, sans calcul identifié ou conscientisé. Dans le mouvement coordonné des habitus de chaque agent socialisé, le capital va au capital. Le second élément qui a retenu mon attention, outre cette question de la croyance en le pouvoir constitutif du dit pouvoir, est celui du temps, toujours d'une importance prépondérante dans les travaux de Bourdieu. Celui-ci explique que, dans le champ universitaire, du fait que l'accumulation du capital universitaire prend du temps, les distances se mesurent en temps, en écart temporel, en écart d'âge. En fait, dit-il, les positions de hiérarchie étant séparées par du temps, la reproduction de la hiérarchie suppose le maintien des écarts, c'est-à-dire l'ordre des successions. C'est cet ordre même, et je le cite, que menace la céléritas de ceux qui veulent brûler les étapes, par exemple en important dans l'ordre universitaire des propriétés ou des pouvoirs acquis sur d'autres terrains, à l'inverse de la gravitas, cette saine lenteur, dit-il, dont on aime à penser qu'elle constitue en soi une garantie de sérieux, dans la rédaction de la thèse par exemple, et qui est bien, prolonge-t-il sa phrase, l'attestation la plus authentique de l'obséquium, respect indiscuté des principes fondamentaux de l'ordre établi. En l'absence même de toute réglementation expresse et de tout rappel à l'ordre explicite, je le cite toujours, les aspirations tendent à s'ajuster à la trajectoire modale, donc normale, pour une catégorie déterminée à un moment déterminé. On n'aspire jamais vraiment qu'au poste doté d'une rareté et d'une valeur correspondant à la valeur de son propre titre à un certain moment. Ou plus exactement, on ne se sent pas autorisé ni même incliné à postuler à un emploi lorsqu'on est plus jeune, ou même plus vieux, que la moyenne des titulaires de ce poste doté d'un titre de niveau identique au sien. Le véritable régulateur pour Bourdieu, ce n'est rien d'autre que cette sorte de sens des ambitions légitimes, pour soi, qui porte à se sentir à la fois incité et autorisé à revendiquer des positions ou à faire ce qu'il faut pour les obtenir. Ce sens du rythme, et j'y reviendrai, ce sens du rythme de la vie universitaire qui ne peut se comprendre autrement que par l'effet, et je le cite à nouveau, je viens de le citer pour sûr, sens du rythme qui ne peut se comprendre autrement que comme l'effet de l'incorporation de structures de carrière probables. Tout se passe comme si l'ensemble des agents convenablement socialisés avaient en tête, ce qui ne veut pas dire à la conscience, le faisceau des trajectoires possibles pour des agents de leur âge. Je reviendrai à cette question du temps, éventuellement à ces interruptions, dues par exemple à la vie de famille, qui constituent de véritables obstacles pour certains agents du champ académique. Je vous ai donc présenté très brièvement, très sommairement, l'état des réflexions de Duncan Kennedy et Pierre Bourdieu au début des années 80. Outre leur intérêt intrinsèque, elles me paraissent manifester un courage remarquable. Bourdieu explique longuement, dans son introduction, très longue pour ceux qui vont voir le livre, donc une introduction très longue intitulée « Un livre à brûler », point d'interrogation, la position délicate qu'occupe celui qui jette un regard critique sur un milieu qui est le sien. Il exprime la difficulté de s'extraire de ses propres catégories et de ne pas apparaître comme un traître à la cause ou un mauvais sujet versé dans la déconstruction plutôt que dans le travail collectif. Intéressant donc, courageux aussi, ces textes me paraissent par ailleurs présenter un intérêt tout actuel à de multiples égards et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de les soumettre à la discussion ici.
Des questions de hiérarchie discutables, mais en reproduction, se posent à tous égards et à tous les niveaux, macro et micro, institutionnels et interpersonnels, dans les structures intériorisées qu'il est néanmoins intéressant, je crois, de discuter. Je pense notamment, et la liste ne sera pas exhaustive, je pense notamment aux enjeux de pouvoir et à la hiérarchisation entre universités, les rankings, les indicateurs de performance, entre disciplines et facultés, avec la question, par exemple, des critères d'évaluation propres à certaines disciplines, souvent en sciences dures, et imposés aux autres, avec une cohérence discutable, ce qui a un impact directement sur le financement des disciplines, qui est fort variable. Je pense également à des hiérarchies entre enseignants, quant au mode de reproduction du corps académique notamment, entre travailleurs au sein de l'université, avec la question des hiérarchies entre les corps et la difficile syndicalisation du monde universitaire. Je pense même plus généralement à la question de la hiérarchie entre académiques et scientifiques, voire entre enseignement et recherche, avec la difficulté d'articuler et de promouvoir les différentes missions de l'université, mais aussi au rapport entre enseignants et étudiants, avec tout l'impact qu'il entraîne sur les méthodes pédagogiques et les façons d'évaluer, d'examiner. Je pense enfin à la prise en charge du public étudiant, bref, les terrains sont très nombreux. J'en ai choisi deux ici, la question du peer review et celle de la position des femmes dans le corps académique. Je laisse donc de côté, hélas, deux très larges questionnements, en particulier ceux qui touchent aux étudiants, et celui de l'articulation de la recherche et de l'enseignement. J'ai été très saisie, j'en dirai juste un mot, j'ai été très saisie à ce sujet par le peu de place qu'occupe l'enseignement dans les analyses des enjeux de pouvoir par Bourdieu. Ce peu de poids du pédagogique est criant aussi dans l'Arbre à palabres, une étude anthropologique du pouvoir à l'université, que je fais circuler. Cela me paraît refléter très précisément des diagnostics contemporains selon lesquels, je cite Daniel Mulder, une collègue de l'UEP, si le discours de l'excellence est omniprésent à l'université, cette excellence se définit presque exclusivement en termes de recherche, les qualités relatives à l'enseignement n'étant généralement pas prioritaires. À ce sujet, certains d'entre vous se souviennent peut-être de la carte blanche parue le 3 avril 2014 dans la Libre Belgique. Un collectif de chercheurs et assistants de l'ULB y dénonçait les critères de recrutement en vigueur. Des critères, disait-il, qui privilégient le nombre de publications et l'activité de recherche internationale, dénigrant donc l'investissement pourtant essentiel dans les structures de l'institution et dans l'enseignement. Un bon enseignant, je le cite, doit donc dans ce modèle consacrer le minimum de temps à ses cours et ne doit pas mener de recherche originale dont les perspectives de publication sont incertaines. Je ne creuse hélas pas davantage, faute de temps, mais voilà, je me retire un mot. À propos du peer review. C'est le premier exemple que j'ai choisi pour illustrer le caractère actuel et la pertinence des travaux de Kennedy et Bourdieu, dont je vous ai résumé le contenu juste avant. Je laisse de côté la question des journaux de basse qualité qui acceptent tout, même les articles fictifs. Je laisse également de côté la question des enjeux financiers et du fait que de nombreuses grandes revues poursuivent des objectifs de rentabilité financière bien éloignés d'un projet scientifique. La révision par les pairs, peer review, est intégrée au processus de publication scientifique depuis le XVIIIe siècle au moins. Un premier mode de révision de ce genre a été formellement établi en 1731 par le journal Medical Essays and Observations, publié par la Royal Society of Edinburgh. Selon les disciplines et les époques, les normes et pratiques ont varié, mais les idées forces de ce processus sont restées constantes. Un souci de garantir la rectitude du travail et de ne pas produire de distorsion de la doctrine existante, la nécessité pour les auteurs de faire valider leur travail, la réputation de la société savante, de l'éditeur et du comité éditorial responsable de la publication, et en même temps le souci de ne pas rejeter les idées innovantes. Différentes adaptations du système de peer review sont proposées et testées. Révéler ou non l'identité de l'auteur, celle des relecteurs par exemple, paraît avoir un impact clair sur les décisions de publication, tout comme le rôle plus ou moins actif joué par les rédacteurs en chef et les comités éditoriaux. On explore diverses alternatives, ces dernières années, disons. Permettre la transmission des rapports de relecture entre journaux, par exemple. Publier ces rapports en marge des articles, aussi. Classer différents textes les uns par rapport aux autres, plutôt que de fournir des rapports détaillés sur un seul d'entre eux. Ou encore mettre en place simultanément une relecture par les pairs et une relecture publique en open source. De nouveaux outils se développent par ailleurs, comme par exemple OpinionNet ou YouCount, dont les algorithmes respectifs
classe les auteurs en fonction de leur réputation, review scores et citations pour le premier, et classe les relecteurs en fonction de la qualité de leur rapport pour le second, qui fonctionne notamment sur base de sondage. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient ces diverses adaptations, les auteurs s'accordent sur une non-remise en question, radicale du moins, du processus de peer review, qui apparaît toujours comme préférable à d'autres modes d'évaluation, plus managériaux par exemple. Malgré cette pratique assez unanime, la révision par les pairs a été peu étudiée jusqu'il y a peu, et elle fait pourtant l'objet de préoccupations croissantes. On relève tout particulièrement des difficultés liées au parti pris qui biaisent les avis rendus, à leur inconsistance, à l'inefficacité des filtres face aux erreurs et aux fraudes, ainsi qu'à l'annihilation de l'innovation. Autrement dit, les études menées, principalement par des statisticiens et des sociologues, paraissent indiquer que le peer review ne remplit pas bien ses promesses de gardien face aux erreurs et de garant de qualité. Leur conclusion est souvent que l'efficacité de ce processus est très incertaine et qu'elle, je cite, relève de la foi plus que de la preuve. Voilà qui reflète évidemment l'un des éléments que j'avais relevé chez Bourdieu. Plus précisément, la sélection favoriserait des auteurs qui disposent déjà d'une réputation reconnue et de citations nombreuses. Une corrélation statistique claire existe apparemment entre les sélections et le caractère établi des auteurs soumettant un texte à la révision de leur pairs. Bien sûr, l'expérience et le talent l'expliquent partiellement, mais seulement partiellement, concluent les auteurs. Ce qui renvoie plus globalement évidemment à la reproduction au sens large dont on traitait au début des années 80 Bourdieu et Kennedy. Ainsi, à ce sujet, dans la Harvard Educational Review de 2005, notamment, Kumashiro, un pédagogue américain, soutient que le vrai problème reste l'exclusion de certaines voix, des voix écartées de la conversation scientifique, comme elles sont marginalisées dans leur champ disciplinaire respectif. Pour lui, le processus de peer review joue le rôle de portier, bloquant l'entrée à ceux qui n'ont pas encore appris ce qui fait une recherche de qualité, mais aussi aux groupes qui sortent du mainstream, ou plus précisément, qui critiquent indirectement les approches et le positionnement du relecteur. Kumashiro ne plaide pas pour qu'on empêche les relecteurs d'évaluer la qualité des textes, ni pour qu'on reconnaisse une valeur égale à toutes les approches. Il plaide pour une clarification explicite des positionnements respectifs de l'auteur et du relecteur dans leur champ, et pour le développement d'un espace de conversation, de dialogue scientifique entre eux. En effet, dit-il, les définitions de la qualité et de l'opportunité scientifique sont variables, et les lentilles utilisées au sens de loupe, de microscope, sont souvent implicites. Il se positionne donc en faveur non seulement de la conversation entre chercheurs, auteurs et relecteurs, mais aussi en faveur de la contextualisation. L'identification des points de départ, des points de vue, des terrains de chacun paraît fondamentale pour le succès de qualité du peer review. Autrement dit, prendre conscience de sa position dans le champ scientifique, tel que défini par Bourdieu et identifié comme politique au sens large par Kennedy, semble essentiel. Un pas plus loin, Godet, une sociologue québécoise, situe l'enjeu du peer review sur le terrain de l'ignorance plutôt que sur celui de la connaissance. C'est en définissant ce qu'on ne sait pas que l'on peut commencer à apprendre et à innover, dit-elle, en faisant référence à toute une série de sociologues de l'ignorance comme Jasanoff, par exemple, ou Gross. Or, selon elle, le peer review contribue à la reproduction de l'ignorance et donc de ses limites. D'abord parce que les chercheurs ont tendance à se centrer sur ce qu'ils savent plutôt qu'à essayer de situer ce qu'ils ne savent pas, mais aussi parce que le processus est forcément binaire. On accepte ou on refuse un manuscrit, et que les textes rejetés restent invisibles, alors qu'ils contiennent potentiellement de nouvelles ignorances, tout comme d'ailleurs les textes initiaux qui ont été corrigés entre-temps par des relecteurs pris dans une certaine matrice scientifique, a fortiori s'il manque d'auto-analyse. Godet critique ainsi le secret des rapports rendus et de l'identité des interlocuteurs, les limites paradigmatiques définies par les journaux eux-mêmes et par la relation des scientifiques avec les éditeurs, et l'incontournable inscription du peer review dans le monde scientifique dominant. Elle fait évidemment référence aux conclusions de Kuhn, que le séminaire a déjà amplement travaillé. Kuhn, dont l'étude des paradigmes comme matrice de la recherche est évidemment au cœur de ce type de questionnement, tout comme la question de la nouveauté et de la découverte perçue comme anomalie. L'intérêt que j'ai trouvé au travail de Godet pour ma présentation d'aujourd'hui tient à la reproduction d'un certain savoir, ou plutôt la définition de l'ignorance,
par le mode de cooptation qu'implique le peer review. Au fond, la question que pose le processus de révision par les pairs est celle de savoir qui est père de qui et comment on devient père. Avec la qui s'entend. Je retrouve là un appel implicitement contenu dans les autocritiques qu'ont publié Kennedy et Bourdieu. Un appel au retour sur soi et sur l'ordre établi auquel on participe, pour le dire autrement. Ce que proposaient ces deux auteurs au début des années 80 me paraît pertinent à l'égard de la question de la hiérarchisation du savoir, publiable ou non, et de la reproduction des questions jugées pertinentes. Le temps avance, et je passe donc sans plus attendre à une deuxième illustration de l'intérêt actuel des travaux critiques de Kennedy et Bourdieu et de leur prégnance dans les recherches contemporaines. Je tiens, avant toute chose, à faire à nouveau référence à l'introduction longue et délicate par laquelle Bourdieu entame son Homo academicus. Il est évidemment très difficile, glissant même, d'essayer d'objectiver un groupe auquel on appartient et de prendre une position dans un débat qui nous concerne directement. Je vais vous parler maintenant de la position des femmes dans le corps académique, et bien sûr, les académiques sont nombreux autour de cette table, et je suis une femme, et je ne suis pas nommée. Il me paraît donc important de rappeler l'idée bourdieusienne selon laquelle si la position de dominant entraîne certes un comportement de reproduction, cette reproduction des positions constitutives du champ du pouvoir opère en dehors de toute intervention des consciences et des volontés individuelles ou collectives, mais dans, et je cite Bourdieu, dans et par son fonctionnement en tant qu'espace de différence entre des positions. J'en appelle également à votre bienveillance, me protégeant à l'aide de toutes les balises posées par Bourdieu dans son introduction, intitulée, je le rappelle, Un livre à brûler, point d'interrogation. Quid donc de la position des femmes dans le corps académique? Au Canada, bon élève a priori, la proportion de femmes académiques est passée de 11 à 30% entre 1960 et 2003. On relevait cependant qu'en 2003, la moitié des hommes ayant obtenu un doctorat étaient professeurs, pour seulement 25% des femmes docteurs. Pour le dire autrement, les fonctions les plus élevées restaient difficiles d'accès pour les femmes, dont la représentation a surtout augmenté au niveau inférieur de professeurs assistants par exemple. Dans le même sens, en France, la parité est presque parfaite entre hommes et femmes au niveau des maîtres de conférences, docteurs donc, qualifiés par le Conseil national des universités et engagés comme enseignants par des universités. Mais les chances des femmes de devenir professeurs sur l'ensemble des disciplines sont toujours bien moindres que celles des hommes. 44 hommes docteurs sur 100 deviennent professeurs pour 18 femmes sur 100 femmes docteurs. Qu'en est-il de la Belgique? Dans une étude menée en 2012 par une équipe de l'ULB, que je vais faire circuler, on lit que la part féminine des chargés de cours et des professeurs à temps plein n'a cessé de croître de 2000 à 2010, mais que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes académiques reste beaucoup plus important que dans le corps scientifique. Je précise tout de go que l'hypothèse d'un simple retard historique, démographique, qui serait actuellement en voie de rattrapage de manière quasi mécanique, n'est nullement validée par les données. Les auteurs de l'étude belge de 2012 que je viens de faire circuler indiquent par ailleurs que si la part des femmes dans les différents grades évoluait au même rythme que celui observé entre 2000 et 2010, il faudrait 136 ans pour que le nombre de professeurs ordinaires soit paritaire. De nombreux facteurs peuvent évidemment influencer cette évolution, mais leur conclusion était donc que, sauf mesure énergique, même nos arrière-petites-filles n'assisteraient pas à la réalisation de l'égalité. Formelle s'entend. Bien sûr, d'un pays à l'autre, les données varient, mais la conclusion reste la même. Les femmes sont confrontées à des obstacles croissants au fur et à mesure qu'elles évoluent dans la carrière académique. Elles ont plus de mal à bâtir leur réputation scientifique, à s'intégrer dans des réseaux professionnels et informels, à obtenir des contrats de recherche, quand bien même leur taux de publication serait identique à celui des hommes. Leurs chances d'être promues restent inférieures à celles de leurs collègues masculins. Je voudrais faire référence ici à une étude menée en Suède qui a montré que pour obtenir la même bourse postdoctorale, une femme devait en moyenne avoir publié 2,5 fois plus qu'un homme. Autrement dit, je cite, « Sur le chemin des sommets, les femmes disparaissent. » Et cette évaporation des femmes à chaque étape de la carrière universitaire, doctorat, postdoctorat, premier poste d'enseignement, chaire et poste à responsabilité, est un phénomène international. En Europe, un maître de conférence ou équivalent sur 3 est une femme, contre un professeur ou statut équivalent sur 10. Ce qu'on appelle le plafond de verre paraît donc incontestable. Cette métaphore est définie par le Bureau international du travail comme, je cite, « les barrières invisibles artificielles créées par des préjugés comportementaux et organisationnels qui empêchent les femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités ». Ça s'applique évidemment dans tous les milieux professionnels, pas seulement à l'université.
Plus encore, on observe l'inefficacité des mesures législatives proposées en réaction à ce plafond de verre. Vous savez que Saint-Louis est signataire depuis le printemps 2014 d'une convention personne de contact genre avec le ministre de la Recherche. Cette initiative gouvernementale, qui a reçu l'aval du CREF et du FNRS, a pour but de mettre en œuvre la Charte européenne du chercheur, le Code de conduite européen, le partenariat de la Commission européenne pour les chercheurs, les recommandations du groupe d'Helsinki sur les femmes et la science, et la stratégie de ressources humaines de l'initiative phare Union de l'innovation. Mais en 3 ans, elle a guère produit de grands résultats, faute d'intérêt des intervenants notamment. Dans le même sens, on pouvait lire jeudi passé dans Libération un nouvel exemple des difficultés rencontrées par les universités à l'égard de l'évolution du cadre législatif français, dans ce cas-là, qui vise à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le 8 avril dernier, en effet, la conférence des présidents d'universités, qui compte 17 membres, dont 2 femmes, demandait devant le Conseil constitutionnel français l'abrogation d'un article de la loi Fioraso, votée en juillet 2013, qui impose que seules des listes paritaires concourent désormais aux élections du conseil académique de chaque université. Pour les présidents d'université, qui déposent donc ce recours en annulation de ces dispositions, je les cite, l'objectif d'un égal accès énoncé dans la Constitution n'est pas un absolu à atteindre à n'importe quel prix. Concrètement, le problème tient à ce que des hommes élus en 2012 et formant la très grande majorité des conseils élus devraient renoncer à leur mandat en cours pour laisser place à des femmes. Et cela porterait atteinte, selon la conférence des présidents d'université, à la sincérité de l'élection, à l'égalité entendue dans son sens classique, à l'indépendance du corps enseignant. Autant de principes donc qui l'emporteraient sur le principe constitutionnel de la parité. Voilà. Pour être honnête, je crois qu'ici le problème est essentiellement un problème lié au droit transitoire à mettre en place, ou mal défini, mais comme le soutiennent une série d'intervenants dans le débat, la représentation des femmes n'est pas perçue par les autorités les plus hautes du monde universitaire français comme un enjeu crucial ou urgent. Il est même présenté comme un droit relativement secondaire face à d'autres principes consacrés dans la Constitution française. Un diagnostic clair, donc, et une ineffectivité des mesures législatives éventuellement proposées. Pourquoi ? Mon hypothèse est que ce plafond de verre illustre bien la reproduction des hiérarchies traditionnelles masculinistes au sein de l'université et la nature non neutre des facultés de droit notamment. Des recherches sont menées à ce sujet depuis les années 60, en anglais principalement. La Belgique est très peu active dans le domaine, en général, mais en ce qui concerne les universités aussi. Même dans le cadre d'organisations internationales comme l'OCDE par exemple, ou le BIT, enfin l'OIT. Ainsi, par exemple, seul l'ULG a participé à une enquête en 1987 menée par l'UNESCO sur la représentation des femmes dans l'enseignement supérieur, la recherche, la planification et la gestion de l'éducation. Quoi qu'il en soit, les recherches relatives aux carrières universitaires des femmes tentent d'expliquer pourquoi, malgré les progrès en matière d'égalité dans la formation, la présence des femmes reste très faible au plus haut de la hiérarchie des organisations, entreprises privées et organisations publiques, universités notamment. Je ne relèverai ici que quelques facteurs qui me paraissent raffermir la pertinence des études de Bourdieu et Kennedy qui nous intéressent aujourd'hui. Enfin, j'espère, moi du moins. On trouve une série d'articles surprenants, telle l'étude statistique menée à Yale en 2012 par une équipe disparate de biologistes, psychiatres et ingénieurs de gestion. Alors que les candidats à un poste de recherche, fraîchement diplômés, avaient fait preuve des mêmes compétences, quel que soit leur genre, les professeurs de la faculté, pourtant informés, activement coachés et officiellement poussés à l'objectivité, ont considéré les hommes comme significativement plus compétents, envisageant pour eux des salaires de départ plus élevés et proposant plus volontiers d'être leur mentor. Cela illustre un premier type de facteur explicatif du plafond de verre que l'on trouve dans la littérature. Une série de représentations de ce que sont les femmes explique leur évaporation au fil de l'ascension académique. Elles seraient moins ambitieuses, moins versées dans l'abstraction. Quand le jeune chercheur est prometteur, la jeune chercheuse est inexpérimentée. Emmanuelle Latour, une sociologue française, dénonce d'ailleurs les effets pervers de la diffusion des travaux sociologiques ayant révélé qu'aujourd'hui encore, on n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons et que chacun développe donc des comportements et des compétences différentes. Finalement, dit-elle, ces représentations véhiculées exonèrent les organisations de leurs responsabilités, la discrimination étant imputable à une responsabilité individuelle, bien qu'involontaire, d'acteurs devenus non stratégiques. À première vue, la perspective selon laquelle les spécificités des femmes seraient ainsi la cause de leur non-représentation semble aller d'elle-même, puisqu'aucune barrière formelle ne s'oppose plus désormais
à ce que les femmes embrassent une carrière aux plus hautes sphères, dans les plus hautes sphères de la recherche et de l'enseignement supérieur. Cependant, cette évaporation ne s'effectue pas aussi simplement qu'on pourrait le croire à première vue. On ne saurait expliquer le plafond de verre uniquement par des facteurs subjectifs, disent les auteurs. Un deuxième ensemble de facteurs explicatifs peut en effet être qualifié d'institutionnel. Il est en lien avec les représentations que je viens de mentionner, mais aussi en lien avec le lieu où il opère, son lieu d'opération et sa structure. On a souvent attiré l'attention, particulièrement dans l'espace de recherche anglo-américain, sur le fait que les entreprises sont des gendered organizations, des organisations genrées. C'est-à-dire que la division sociale du travail en organisation, du travail des sexes, s'entend, se traduit très concrètement en structure institutionnelle, en principe d'organisation et en habitude de travail au sein des entreprises. Ceci s'applique aussi au travail scientifique, disent les auteurs, et aux principes selon lesquels il est organisé et structuré. Au fond, cela illustre plutôt bien l'hypothèse de Kennedy sur le parallélisme des hiérarchies sociales en général et des hiérarchies académiques. Le poids du contexte organisationnel reproduit les attentes et normes sociales en général à l'égard des femmes. Une reproduction pousse à leur confier des tâches emportant moins de pouvoir et de responsabilité. Je voudrais détailler 3 aspects de ce second set de facteurs institutionnels. Premièrement, quant au recrutement. Des statisticiens, ingénieurs de gestion et sociologues travaillent à l'hypothèse selon laquelle le processus de recrutement et de promotion n'est pas neutre au regard du genre des personnes recrutées ou promues. De nombreux auteurs dénoncent les partis pris de similarité et les stéréotypes de genre qui interviennent à différents stades de l'attribution de financement au recrutement par des commissions généralement constituées par ailleurs de pairs masculins agissant par cooptation. Les critères en apparence objectifs qui président au choix des commissions de nomination et de promotion cachent ou s'accompagnent d'une conception genrée du mérite. Il semble qu'à qualification égale, les appréciations diffèrent en fonction du sexe des candidats. La question, par exemple, et que les qualités des femmes soient généralement sous-évaluées. Il est intéressant de remarquer que, par exemple, la question de la disponibilité temporelle et géographique est presque systématiquement posée lorsque des femmes sont reçues en entretien et très rarement posée à des hommes. La Commission européenne, en 2008, a par ailleurs affirmé qu'une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux étapes de la carrière académique passerait aussi par une meilleure représentation des femmes dans les commissions de recrutement et de promotion, qui est loin d'être acquise actuellement, mais évidemment, le serpent se mord la queue. Un deuxième facteur institutionnel que je voulais relever est celui qui est lié au temps. J'ai déjà souligné l'importance du timing dans la progression d'une carrière académique. Une étude de 2002 intitulée Do Babies Matter? The Effect of Family Formation on the Lifelong Careers of Academic Men and Women a fait grand bruit en montrant qu'un enfant né dans les 5 ans suivant la thèse réduit considérablement les chances de nomination de sa mère, mais pas celles de son père. Voilà qui nous rappelle sans hésitation évidemment les considérations de Bourdieu sur l'importance du temps, du rythme académique à intégrer et à respecter dans le monde universitaire. Une maternité potentielle, même chez des femmes célibataires ou qui n'auront pas d'enfants, a un impact décisif, comme si l'institution prévoyait leur incapacité à respecter le rythme académique. Dans le même sens, montrent Beaufeuille et Kreis, 2 sociologues allemandes, c'est d'abord à l'investissement temporel que les professeurs reconnaissent si les jeunes chercheurs ont une vraie vocation. Et l'essentiel n'est alors pas tant le nombre d'heures qu'ils consacrent effectivement chaque semaine à leur travail, mais bien plutôt leur capacité à suggérer de façon convaincante que la recherche est la chose la plus importante de leur existence. Ces pratiques sont avant tout des pratiques symboliques auxquelles doivent se soumettre ceux qui veulent en être, disent Beaufeuille et Kreis. Mais finalement, symboliquement, les femmes apparaissent comme moins à même de le démontrer. Troisièmement, et beaucoup plus généralement, diverses études concluent à une image sexuée du scientifique dont le profil type, et intégré par tous, est celui d'un homme pleinement disponible et très mobile. Le pouvoir est historiquement masculin et les règles et valeurs organisationnelles soi-disant neutres sont calquées sur un modèle masculin. Je cite Kreis à nouveau. Donc un modèle masculin quant à l'image du pouvoir qui se reproduit, il semble que les universités tendent à développer un modèle idéal de la science et du métier d'enseignant-chercheur qui constitue une norme à laquelle il convient de se conformer pour pouvoir évoluer. Or, ce modèle est fortement imprégné, ou serait fortement imprégné de stéréotypes masculins. Il y a, pour reprendre les termes de Lorraine Daston,
une persona du chercheur, une représentation de la science incarnée. Les jeunes universitaires doivent se construire un habitus scientifique, incarner l'illusio, la foi et l'éthos professionnel du champ universitaire. Or, d'emblée, la capacité des femmes à matérialiser cet ethos serait mise en question dans la mesure où on voit s'incarner en elles, comme mode de vie, un autre principe que la recherche. Leur fécondité potentielle pèse comme une ombre au-dessus de la tête des jeunes chercheurs. Elle indique leur possible, des jeunes chercheuses, pardon. Elle indique leur possible investissement dans autre chose que la science, dans un engagement qui menace la prétention à l'exclusivité de la recherche comme mode de vie. Cela dit, ces considérations s'appliquent et sans restriction aux hommes. Le champ scientifique n'est pas dominé par les hommes parce que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes, mais parce que le champ est dominé par des acteurs dotés d'un habitus dont le chercheur masculin, dans une conception bien spécifique de la masculinité, se trouve le stéréotype. Et donc les chercheurs masculins s'en trouvent plus proches. Cet habitus garantit la persistance des enjeux particuliers du jeu propre au champ scientifique et universitaire, ainsi que sa reproduction. Mais il est indéniable que le phénomène de féminisation du marché du travail entraîne quasi nécessairement une remise en question des normes professionnelles traditionnelles et qu'elle trouve d'ailleurs écho chez des générations d'hommes investis dans la remise en question des modes de gestion et désireux d'articuler leur vie familiale et professionnelle, par exemple. Ce sont donc les rapports de pouvoir inscrits dans la relation entre les sexes qui sont ici à l'œuvre, mais ce faisant, il faut bien le reconnaître, on touche à un tabou qui a trait à l'idéal d'objectivité et à l'idée même de communauté scientifique universelle. Ces quelques réflexions sur les facteurs expliquant le plafond de verre qui se maintient dans le monde académique me paraissent faire très directement écho aux hypothèses de Kennedy et de Bourdieu. Sandra Beaufey et Beat Kreis, ces deux sociologues allemands que j'ai déjà cités, font d'ailleurs abondamment référence aux travaux de Bourdieu sur le champ social, plus qu'à son homo academicus, ainsi qu'à l'épistémologie constructiviste d'un Fleck, Bachelard ou Feyerabend, qui a bien montré, l'épistémologie constructiviste, qui a bien montré que les objets épistémiques sont socialement construits. Ces sociologues présentent donc la science comme un microcosme social fonctionnant selon sa propre logique, une logique dont le sens réside dans la recherche de la vérité et de la connaissance. La recherche de la vérité ne s'effectue pas, cependant, elle le dit tout de suite, hors du monde social. C'est ce que disait déjà Kennedy en 83. Les vérités scientifiques sont les produits historiques d'un certain type de travail accompli selon les règles et les régularités spécifiques, je cite Kreis et Beaufey, donc d'un certain type de travail accompli selon les règles et les régularités spécifiques de ce monde social en particulier, qu'est le champ scientifique, lui-même inscrit dans un monde social évidemment. La validité d'une vérité scientifique au sein de la communauté, la validité d'une vérité scientifique, sa reconnaissance, la reconnaissance d'une performance scientifique sont liées à la reconnaissance sociale de leur auteur au sein de la communauté. Dans une telle perspective, les prises de position scientifiques, les standards méthodologiques et les résultats de recherche ne s'imposent pas d'eux-mêmes, mais seulement dans la mesure où les protagonistes s'imposent dans le champ scientifique et y sont reconnus. Pour être reconnu, il ne suffit donc pas de disposer d'un savoir spécialisé et de connaissances méthodologiques, mais il faut aussi savoir évoluer par rapport aux événements sociaux dont le faire de la recherche est indissociable. J'ai donc résumé ici les travaux publiés par Kennedy et Bourdieu au début des années 80 et suggérés par deux illustrations que leur pertinence se maintenait aujourd'hui et qu'ils restaient prégnants dans les travaux actuellement consacrés à la recherche, à l'enseignement et à l'institution universitaire. J'aimerais vous soumettre quelques brèves réflexions conclusives avant que nous en débattions. Et je veux aussi rappeler que mon intervention n'avait aucunement la prétention de vous présenter les résultats d'une recherche aboutie. Elle visait simplement à apporter de la matière au séminaire et à discuter autour de ces questions que je trouve intéressantes. Selon la pédagogue Joëlle Fanganel, dans un ouvrage intitulé Being an Academic, publié chez Routledge en 2011, les modes de reproduction tels qu'identifiés par Kennedy et Bourdieu s'inscrivent dans un traditionnalisme néoconservateur. Dans cette perspective conservatrice, le savoir revêt une valeur intrinsèque, proposée à des étudiants qui sont mus par le désir d'apprendre, dans le but de trouver leur place dans la discipline qu'ils ont choisie. L'université apparaît comme un lieu de transmission et de progrès du savoir, lequel est perçu comme séparé du sujet apprenant. Autrement dit, l'idée est d'abord de faire avancer les individus et la société en reproduisant et en raffermissant l'ordre établi, en privilégiant le savoir officiel, confirmé et établi par le peer review, indépendamment du contexte et officiellement des enjeux de pouvoir.
Face à cette idéologie de la reproduction se dresse celle de la transformation, soutient Fagenel, reflétée dans des modèles éducatifs militants, qui présentent l'éducation et l'enseignement comme un outil d'émancipation, et qui se concentrent donc sur la justice sociale, l'équité, le sens critique et le développement personnel. Ces idéologies de la transformation problématisent les conceptions pédagogiques basées sur la production et la reproduction, en soulignant l'auto-exclusion et la reproduction des inégalités qu'elles génèrent. Les idées forces de ces idéologies de la transformation sont celles de l'expérience, voire de l'expérimentation, et de la construction du savoir, voire des approches post-constructivistes. Selon Joël Fagenel, ces idéologies pédagogiques opèrent au niveau des convictions des académiques quant à l'enseignement, ainsi que dans les textes et politiques collectifs, le tout étant bien entendu nuancé et non radical dans la pratique. Tout cela me pousse à conclure en 2 mots. Projet et sujet. Socialisés, nous évoluons nécessairement dans toute une série de hiérarchies que nous reproduisons. Prendre conscience de ces hiérarchies par un retour critique sur nos pratiques permet éventuellement d'identifier celles qui seraient illégitimes. Elles ne le sont pas toutes. Mais concrètement, je crois qu'on ne peut réagir à cette illégitimité qu'en clarifiant le projet que nous voulons poursuivre à l'université. Par exemple, suggestion, en refusant l'impératif catégorique ou pas catégorique d'utilité. Alors on peut peut-être partiellement sortir de la reproduction complètement inconsciente. Plus encore, je crois que la réaction à l'illégitimité de certains modes de reproduction peut passer par un accent mis sur le sujet. Étudiants, chercheurs, enseignants. Cet accent passe par la prise de conscience de la position qu'on occupe soi-même dans l'institution à l'égard des autres acteurs, mais aussi, elle passe aussi par l'enseignement. Cet accent passe aussi par l'enseignement de l'approche critique, ainsi que par les recherches menées avec une vraie conviction. Ceci passe également par... Ça passe également par une reconnaissance explicite, je crois, de notre position de sujet socialisé, et donc pris dans les hiérarchies, une position qui n'est pas explicite, mais qui pourrait en fait être explicitée notamment aux étudiants. Nous ne sommes pas des agents neutres dans un système impartial, ce qui peut être dit à nos collègues, à nos interlocuteurs scientifiques, tout comme à nos étudiants. Cela permettrait la reconnaissance de l'autre, l'ouverture éventuelle à sa créativité, ainsi que l'invention, et non plus seulement la reproduction et la répétition. En ce sens, et je conclurai avec lui, Duncan Kennedy a pu écrire en 2004, à l'occasion d'un symposium basé sur son essai de 83, que si les dénonciations des diverses inéquités et hiérarchisations illégitimes pouvaient survivre à des améliorations ponctuelles et non structurelles, alors l'idée sous-jacente pourrait nous mener un peu plus près de ce moment de prise de conscience qui précède l'engagement en faveur d'un véritable changement. Je vous remercie.